Un garçon a été vendu dans une ferme porcine par son beau-père pour seulement $500, juste pour rembourser ses dettes de jeu. 6 mois plus tard, alors qu'il se trouvait dans un casino, 2 hommes sont soudainement entrés. Le bourdonnement des vieilles lampes fluorescentes bourdonnait au-dessus des métiers à tisser, se mêlant au bruit mécanique, bruit sourd des aiguilles qui perçaient le fil dans le tissu. La poussière flottait dans l'air, capturant la lumière dorée du matin qui coulait à travers les fenêtres étroites de l'usine textile. Les femmes travaillaient la tête baissée, leurs mains bougeaient plus par habitude que par attention, tandis que la radio diffusait une faible mélodie venant du coin. C'était quelque chose de vieux et de familier, juste assez fort pour être ignoré. Marie ajusta la tension de sa machine, plissant les yeux à travers ses lunettes. Ses doigts, calleux après des années de travail, bougeaient automatiquement. Elle n'avait plus besoin de beaucoup réfléchir pendant qu'elle travaillait, ce qui laissait trop de place à des pensées qu'elle préférait ne pas entretenir. La toux délit de la nuit dernière, l'avis de loyer sur le frigo, la façon dont Karl avait claqué la porte ce matin-là sans un mot. Pourtant, elle gardait le dos droit. La fierté avait une façon de s'asseoir sur la colonne vertébrale d'une femme. L'usine s'est calmée lorsque M. Rancho, le superviseur, est monté sur les marches métalliques à côté du tableau d'affichage. Il tapota le rail pour attirer l'attention. On nous a demandé d'envoyer 4 travailleurs à la succursale municipale. 6 mois, affectation temporaire, salaire triple, plus un logement. Il manque de personnel là-bas, et les entreprises veulent pourvoir cette semaine. Il y eut des murmures. Le triple salaire signifiait beaucoup dans leur ville. Cela signifiait des courses sans coupon, de l'essence dans le réservoir et peut-être, pour quelqu'un comme Marie, de nouvelles chaussures pour son fils. Monsieur Rancho a lu les noms. Marie était la deuxième. Ses mains se figèrent au-dessus du tissu. Au déjeuner, elle était assise seule dans la salle de repos, le sandwich intact sur ses genoux, le papier légèrement humide de son thermos. Elle regarda le mur, puis son téléphone. Une photo d'Ellie lui rendait son sourire aux dents de devant manquantes, bras couverts de terre, un dinosaure en plastique serré dans son poing. La photo datait de 2 ans. Il avait changé. Elle aussi. La maison sentait le chou bouilli et les draps séchés. Lorsque Marie entra, le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur le linoléum usé. Karl était assis à la table de la cuisine, des mots croisés à moitié terminés devant lui, un crayon tapotant contre le bois. « Tu rentres tôt », dit-il sans lever les yeux. « Ils m'ont choisi », dit Marie en posant soigneusement son sac. « Pour le travail en ville. Ça commence lundi. » Karl leva les yeux maintenant, les sourcils levés. « Travail en ville. 6 mois. Ce n'est que temporaire. Triple salaire. Ils couvriront aussi le logement. Je pourrais. Nous pourrions enfin payer la voiture. Peut-être commencer à économiser pour l'école d'Ellie. » Il se pencha lentement en arrière, croisant les bras. « Et qui va s'occuper des choses ici ? Je pensais que tu pourrais le faire, juste pour un petit moment. Ellie a presque 11 ans. » Karl se moqua. « Ce garçon dort toujours avec la lumière du couloir allumée. Seulement quand il y a un orage, dit-elle doucement. Une pause. Il a besoin de grandir, marmonna Karl. Peut-être que ce sera bon pour lui, pour nous deux, répondit-elle. Plus tard dans la soirée, Marie a plié le linge dans la chambre. La fenêtre s'entr'ouvrit juste assez pour qu'une brise transporte l'odeur de l'herbe coupée. Ellie s'assit sur le lit à côté d'elle, serrant dans ses bras un animal en peluche décoloré par trop de lavage. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-il. Elle le regarda, son visage toujours arrondi sur les bords. « Je sais, bébé, mais ce n'est que pour un petit moment. Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas y aller à la place ?» Elle sourit doucement. « Ils m'ont choisi parce que je suis bon dans ce que je fais. » Il était silencieux. « Alors Karl sera-t-il gentil avec moi ?» Marie hésita. Elle a glissé une chaussette dans un jean plié. « Bien sûr qu'il le fera. C'est ton beau-père. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. » Le garçon n'avait pas l'air convaincu. Karl apparut sur le seuil, une main sur le cadre. « Vous planifiez une mutinerie ici ? » Je parle juste, dit rapidement Marie. Il entra dans la pièce et prit les vêtements pliés de ses bras. Je vais ranger ça. Tu as eu une longue journée. Marie resta figée pendant trop longtemps avant d'acquiescer. Quand Karl partit, Ellie murmura, il me fait parfois peur. Marie lui embrassa le dessus de la tête. Il est juste fatigué, comme tous les adultes.
Mais cette nuit-là, longtemps après qu'Ellie se soit couchée, Marie s'est assise à la table de la cuisine, remplissant les documents de transfert. Karl passa par là, lui embrassa le haut de la tête comme un acteur de théâtre frappant sa cible et se versa un verre. Elle n'a rien dit. Il s'en remettra, dit-il. Les enfants sont comme des chiens. Nourrissez-les et ils reviendront en remuant. Les yeux de Marie se plissèrent. Ce n'est pas un chien. Karl se pencha en avant, d'une voix basse et lourde. Tu veux que ce garçon ait une chance? Alors arrête de le dorloter. Elle regarda sa couverture. Son ton n'était pas élevé, mais ce n'était pas nécessaire. Karl avait une façon de faire en sorte que les mots ressemblent à des menottes, doux, fermes et froids contre la peau. D'accord, prends soin d'Ellie. Je crois que tu l'aideras à grandir et à devenir plus fort. Dit Marie, n'osant pas regarder Karl droit dans les yeux. Elle repensa à l'image d'Ellie, 3 ans, sanglotant lors des funérailles de son père. Tu fais la bonne chose, Karl haussa les épaules. Il va s'habituer à moi. Marie voulait dire quelque chose, mais le poids de la fatigue était plus fort que le feu dans sa poitrine. Elle plia le dessin préféré d'Ellie au celui de leur maison avec 3 bonhommes allumettes, et non 2 et le glissa dans sa Bible. À l'aube, le bus attendait à la sortie de la ville, soupirant dans la fraîcheur matinale. Les bagages de Marie n'étaient pas grand-chose. Les autres ouvriers étaient déjà montés dans le bus pour l'attendre. Marie regardait toujours Ellie avec envie. Elle se pencha pour serrer le garçon dans ses bras. « Prends bien soin de toi. Demande à Karl si tu as besoin de quelque chose. C'est aussi ton père, ta famille. Maman t'aime toujours. » Ellie essaya de ne pas pleurer. Le garçon frotta le dos de sa mère et murmura doucement « Au revoir, maman. Tu vas tellement me manquer. » Marie embrassa le front d'Ellie, puis se tourna vers la porte ouverte du car. Elle n'a pas regardé en arrière. Si elle l'avait fait, elle ne serait pas partie. Depuis la fenêtre du salon, Karl sirotait son café et la regardait partir. Le rideau retomba en place. Il s'est détourné. Le bourdonnement du ventilateur de plafond atteignait à peine les coins de la pièce. Une ampoule au-dessus du bar vacilla une fois, puis s'éteignit complètement, laissant le mur du fond de la taverne de filles dans une brume de fumée et d'ombre. La seule lumière provenait d'une enseigne aux néons poussiéreuse près des robinets de bière qui bourdonnaient comme un moustique et baignaient la pièce d'une lueur rouge maladive. 3 hommes étaient penchés autour d'une table au fond, les yeux baissés, les mouvements rapides comme des prédateurs trop fatigués pour prétendre le contraire. Karl était assis parmi eux, les manches retroussées, les jointures pâles autour d'un verre de bourbon chaud. Sa pile de jetons était plus épaisse il y a 1 heure. Maintenant, il était penché en avant, la mâchoire serrée, les dents grinçantes à chaque fois que le croupier retournait une carte qui ne lui allait pas. « Vous saignez des éclats », marmonna Karl, un homme avec une boucle d'oreille en diamant et une voix nasillarde. « Vous voudrez peut-être prendre du recul avant que la marée ne vous entraîne. » Karl n'a pas répondu. Il regarda la dame de pique dans sa main, voulant que cela compte, essayant de se convaincre que cette main était celle qui allait changer les choses. Mais quand la rivière descendit, un 3 de cœur faible et indifférent, la table resta silencieuse, à l'exception du doux raclement des jetons arrachés à lui. « Fils de... » Karl plaqua sa main à plat sur la table. Le croupier n'a pas scié. Les autres levèrent à peine les yeux. Dans un coin, près du jukebox qui ne fonctionnait plus depuis l'été dernier, un grand homme vêtu d'une veste en daim se leva de son tabouret. Il se dirigea lentement vers Karl, sortant un cure-dent d'entre ses lèvres. « Vous êtes $2000 sous l'eau, » dit-il, sa voix étant comme du gravier dans un seau. « Cela fait 4 paiements manqués, Jensen. C'est un de trop. » Karl le regarda, puis revint aux cartes comme s'ils avaient encore une seconde chance. L'homme se pencha. « Vous avez 1 semaine, dit-il doucement mais clairement. 7 jours. Vous vous présentez avec l'argent ou je viens le récupérer d'une manière qui ne vous plaira pas. » Karl essaya de rire, mais le son sortit étranglé. Plus tard dans la nuit, la maison était toujours silencieuse. Marie était partie ce matin-là, son parfum s'accrochant encore légèrement au rideau de la chambre. Ellie dormait, ou du moins faisait semblant de l'être. Le garçon avait développé cette habitude très tôt. Karl la remarquait au silencieux. Toujours trop calme. Karl s'assit à la table de la cuisine, la même que celle que Marie avait nettoyée avant de partir, et regarda les factures impayées étalées comme des photos de scènes de crime. Il ramassa une enveloppe et la tint près de la flamme de sa cigarette, regardant le bord s'enrouler avant de la jeter dans l'évier. Dans le couloir,
un doux bruit de traînage. Les pieds d'Ellie, probablement en train d'aller aux toilettes. Karl n'a pas pris la peine d'appeler. De toute façon, le garçon ne le regarderait pas dans les yeux. Il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Son regard se tourna vers les petites chaussures du garçon près de la porte, boueuses à cause de la marche de la veille jusqu'à l'école. Quelque chose dans l'expression de Karl changea. Une idée, sombre et pointue, a pris racine. L'appel téléphonique a été court. Ouais, c'est Karl Jensen. Tu as encore de la place chez toi. La voix à l'autre bout du fil était lente, bourrue et calculée. Ça dépend. Quel est le travail? Les yeux de Karl se tournèrent vers le couloir, où la lumière de la salle de bain venait de s'éteindre. Il baissa la voix. Il a 10 ans, peut travailler dur, mange peu, ne répond pas. Il y eut une pause. Est-ce que tu m'offres un foutu chien ou un enfant? La voix de Karl resta ferme. Je vous propose quelqu'un qui ne nous manquera pas. Pas avant un moment. George Miller ne rit pas, mais Karl pouvait sentir le sourire narquois. 500. Karl n'a pas hésité. Fait. La voix de George baissa. Tu l'emmèneras ce soir. Karl a répondu, trop tôt. 2 jours. Je veux que ça se calme. George a accepté, amenez-le. 2 jours plus tard, la banquette arrière du camion de Karl sentait le foin et l'essence. Ellie était assis dans un coin, serrant contre lui une couverture usée que Marie avait laissée sur le canapé. Ses yeux étaient gonflés, même s'il n'avait pas pleuré au pas fort en tout cas. Où allons-nous? Demanda-t-il, sa voix si faible qu'elle atteignait à peine le pare-brise. Quelque part, tu apprendras à être utile, marmonna Karl, gardant les yeux sur la route. Ellie baissa les yeux sur ses mains. L'allée s'étendait le long de rangées de champs, avec de temps à autre une grange à moitié s'enfonçant sur elle-même. Lorsqu'ils atteignirent la ferme de George, le ciel était sombre, sans lune. George se tenait près de la clôture, une lanterne dans une main, l'autre posée sur sa ceinture. L'homme ressemblait à n'importe quel autre agriculteur du comté, grand, usé par le soleil, sa salopette propre, trop propre. Mais il y avait quelque chose de creux dans son regard, comme s'il avait oublié comment voir les gens. Ellie est restée près du camion. Karl s'approcha, tendit à George une enveloppe pliée, puis fit un geste du menton, il est à toi maintenant. George ouvrit l'enveloppe et feuilleta les factures. Tu es sûr que tu ne reviendras pas pour lui? Karl a répondu, je n'ai rien pour quoi revenir. Assurez-vous simplement qu'il ne s'enfuit pas, et pour l'amour de Dieu, ne laissez personne le voir. George se tourna vers Ellie. Bougez. Le garçon se retourna vers Karl, mais Karl était déjà sur le siège du conducteur, la porte se refermant derrière lui. Le moteur du camion a démarré. Ses phares traversaient les herbes, puis disparaissaient dans la nuit, ne laissant que de la poussière dans son sillage. Et Ellie, petit, toujours. Un carillon rouillé résonnait dans la brise, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent à proprement parler. Juste une sorte d'air agité qui s'accrochait à la peau et faisait que tout semblait légèrement déplacé. Les planches du porche de la ferme de George Miller craquèrent sous le poids du silence tandis que la nuit engloutissait les derniers phares. À l'intérieur, rien ne bougeait à l'exception du faible tic-tac d'une horloge trop lente pour donner l'heure réelle. George ne parla pas pendant qu'il conduisait Ellie autour de la maison. Le garçon le suivit en silence, les bras toujours enroulés autour de la petite boîte que Karl lui avait laissé prendre, une boîte à chaussures enveloppée de rubans adhésifs marron, aux coins effilochés. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée de Marie le tenant dans ses bras pour son 5e anniversaire. Tous deux portaient des couronnes en papier. Par ici, dit catégoriquement George, ouvrant la porte d'une grange avec sa botte. L'odeur frappa Ellie en premier, acide, aigre, recouverte de pourriture et quelque chose de piquant qu'il ne pouvait pas nommer. Ses pieds ont arrêté de bouger. George regarda par-dessus son épaule. Bouge ou je te traîne. Ellie entra. Il y avait 3 enclos alignés contre le mur du fond, chacun rempli de 2 cochons qui se remuaient et reniflaient dans la paille. Le plafonnier de la grange bourdonna une fois et s'alluma, projetant une lueur jaunâtre sur tout. Dans un coin, juste devant une pile de sacs en toile de jute, se trouvait un tapis si fin qu'il méritait à peine ce nom. George lui donna un coup de pied avec sa botte, puis laissa tomber une couverture en lambeaux dessus. « Tu dors là, dit-il. Tu manges quand je te dis. Tu ne parles que si je te demande quelque chose. Tu travailles. Tu te tais. C'est le marché. » Ellie cligna des yeux, sans comprendre. George s'accroupit, sa voix étant désormais plus basse.
vous gagnez un lit quand vous le valez bien. Puis il se leva, ferma la porte de la grange derrière lui et laissa le garçon dans le faible bourdonnement de la lumière électrique. Les jours qui suivirent furent difficiles à distinguer. Le ciel était toujours dans une certaine nuance de gris et le soleil, lorsqu'il apparaissait, ressemblait plus à un étranger qu'à un ami. Ellie s'est réveillée avant l'aube au son du métal contre le bois et de la voix de George qui aboyait des ordres. Il transportait des sacs de nourriture d'un côté à l'autre de la grange. Chacun pesait la moitié de son poids et il devait les traîner en laissant des traces dans la paille. Il ramassait les déchets dans une brouette qui vacillait sous la charge. Une fois, il l'a renversée accidentellement et le contenu s'est répandu sur le sol. George n'a pas crié. Il s'est simplement approché et l'a frappé dans le dos avec un manche à balai en plastique. Le son était net et net dans le silence. « Tu renverses encore, je te fais le lécher, dit-il. » Il n'y avait ni horloge, ni cloche d'école, ni dessins animés, ni bol de céréales. Juste de la saleté et le bruit des cochons qui reniflaient la pression des yeux de George qui les regarde toujours. Parfois, Ellie n'était même pas sûre d'avoir réellement entendu George parler ou s'il l'avait simplement imaginé. Il n'était pas autorisé à entrer dans la maison. « Tu pues comme les porcs », lui dit George un jour alors qu'il essayait de marcher sur le porche pour chercher de l'eau. « Vous vivez à votre place. » Alors Ellie a bu au tuyau. Il a appris à manger vite quand la nourriture arrivait, généralement des restes ou des haricots froids d'une boîte de conserve, et à ne jamais en demander plus. Il se lava les mains avec du foin et s'essuya le nez avec sa manche. Les nuits étaient les pires. Les cochons se traînaient et grognaient, et les murs de la grange gémissaient comme s'ils se souvenaient de temps meilleurs. Parfois, il murmurait à la photographie à l'intérieur de la boîte. Il le tenait contre lui et lui parlait doucement, comme si Marie pouvait l'entendre où qu'elle soit. « Peut-être que tu ne m'as pas quitté, dit-il un soir, les yeux serrés et la voix tremblante. Peut-être que tu reviendras. » George avait des règles qu'Ellie ne comprenait pas toujours. Ne vous appuyez pas contre la clôture. Ne sifflez pas. Ne regardez pas trop longtemps les arbres au-delà de la limite de propriété. Un après-midi, Ellie s'est arrêtée pour se reposer près de la clôture après avoir pelleté pendant des heures. Ses doigts étaient rouges et à vif. Il appuya son front contre le poteau, les yeux fermés. George a vu. Il n'a pas parlé, s'est simplement approché, a attrapé Ellie par le col et l'a plaqué contre les planches. « Tu penses que ce sont des vacances » siffla-t-il, le souffle chaud et aigre. « Vous êtes ici pour travailler, pas pour vous morfondre. » Ellie gémit, essaya d'acquiescer, mais George n'avait pas fini. « Tu pleures encore, je ferai en sorte que ta mère disparaisse. » Les mots frappèrent plus fort que la gifle qui suivit. Au début, Ellie n'y croyait pas. Mais alors que les jours s'étiraient dans un flou terne, quelque chose en lui commença à changer. Marie n'était pas venue. Personne ne l'avait fait. Peut-être que Karl avait raison. Peut-être qu'il en avait fait trop. Peut-être qu'elle était plus heureuse sans lui. Il a commencé à parler moins. Non pas qu'il y ait quelqu'un à qui parler. Les cochons ne répondirent pas. George ne parlait que lorsqu'il était en colère, et la boîte, sa petite boîte, commençait à paraître plus lourde dans ses mains la nuit, comme si elle ne contenait pas des souvenirs, mais du poids. Seul le soleil lui a donné quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Chaque matin, un éclat de lumière traversait une fissure dans le mur de la grange et atterrissait dans la paille, chaude, dorée et indifférente. Il a commencé à s'asseoir à côté lorsque George était dans les champs, juste assez longtemps pour le sentir toucher sa peau. Cette chaleur ne demandait rien, ne frappait pas, ne mentait pas. C'était juste le cas. Et pour l'instant, c'était suffisant. Après la fin de son contrat de 6 mois, Marie rentre tôt, valise à la main, impatiente de voir Ellie. La maison est étrangement calme. Karl semble surpris, puis paniqué. Il lui dit qu'Ellie s'est enfuie il y a des semaines avec des enfants du quartier. « Je ne voulais pas t'inquiéter. » Marie fait du porte-à-porte pour demander aux voisins. La plupart disent qu'ils n'ont pas vu Ellie depuis longtemps. Sa voix se brise alors qu'elle demande encore et encore. Elle imprime des dépliants sur les enfants disparus et les colle sur des poteaux téléphoniques, le visage pâle et les mains tremblantes. Pendant ce temps, à la périphérie de la ville, Sarah, inspectrice du bétail de l'État, reçoit un rapport concernant des porcs malades dans la ferme de George Miller et se prépare à lui rendre visite. La cloche du déjeuner sonna tard ce jour-là, comme si elle avait un rythme anormal. Marie s'essuya les mains avec un morceau de tissu, l'odeur de l'huile chaude et des fils de coton persistant sur sa peau. Autour d'elle, les autres femmes se dirigeaient d'un pas traînant vers la porte, d'un pas fatigué mais exercé,
celui qui venait de mois de répétition. La salle de repos était trop petite pour 12 femmes, mais elles se sont quand même serrées, certaines appuyées contre des casiers, d'autres ouvrant leur tupperware en silence. Marie ne s'est pas assise. Elle les dépassa jusqu'au bout où le téléphone public était accroché à un crochet tordu, son cordon enveloppé de scotch, les boutons légèrement collants. Elle sortit une pièce de monnaie de son tablier et la glissa dedans. Elle composa lentement le numéro, pressa chaque numéro avec précaution, puis porta le combiné à son oreille. La sonnerie était plus longue que d'habitude. Wake finit par dire la voix de Karl, trop forte, comme s'il n'attendait personne qui comptait. Et dit Marie d'une voix légère. Comment va la maison? Il y eut une pause. Puis Karl l'a adouci ou a essayé de le faire. Eh bien, salue toi-même. Tout va bien. Calme-toi. Et Ellie? Demanda-t-elle rapidement. Est-il à proximité? J'adorerais lui dire bonjour s'il n'est pas occupé. Karl rit. Trop forcé, trop rapide. Il vient juste de sortir avec le gamin du voisin. Vous savez, le garçon Thompson. Ils ont joué dans un ballon toute la matinée. Marie fronça les sourcils. C'est étrange. Il ne joue généralement pas sans s'être enregistré au préalable. N'est-ce pas? Marie? Karl l'interrompit. Il va bien. Le garçon s'adapte, c'est tout. Il dort comme un roc et mange tout ce qui est dans le frigo. Tu l'as bien élevé. Un battement passa. Le bruit des micro-ondes et des canettes de soda qui s'ouvraient résonnait faiblement derrière elle. Marie appuya son front contre le mur. C'est juste que, il me manque, dit-elle doucement. Il y eut une autre pause sur la ligne. Puis le ton de Karl changea, plus vif. Je le sais, mais tu as fait le bon choix en te dirigeant vers la ville. Il sera fier de toi un jour. Je l'espère, murmura-t-elle. Et puis la ligne a légèrement bourdonné, et l'appel s'est terminé, non pas par un au revoir, mais par un déclic qui semblait bien trop définitif. Marie resta un moment à tenir le combiné. Le cordon se balança doucement tandis qu'elle le laissait tomber. Elle recula d'un pas et ouvrit son portefeuille, en sortant la petite photo qu'elle avait toujours sur elle. Ellie, dans un pull d'école, souriant avec 2 dents de devant manquantes, ses cheveux en désordre à cause du vent. Elle traça le coin avec son pouce et cligna rapidement des yeux avant de le retirer. Derrière elle, quelqu'un l'appelait par son nom. Elle se tourna, se força à sourire et retourna vers l'usine. De retour à la maison, Karl jeta le téléphone sur le canapé où il rebondit une fois avant de glisser sur le tapis taché. Il marmonna quelque chose dans sa barbe, attrapa sa veste et fouilla dans ses poches à la recherche des clés. Il n'y avait aucun signe d'Ellie. Pas une photo au mur, pas une paire de chaussures près de la porte. Karl avait tout vidé. Le silence de la maison ne le dérangeait pas. Au contraire, cela a simplifié les choses. Il monta dans le camion et sortit de l'allée, les pneus craquant sur les graviers et les vieux mégots de cigarettes. Le réservoir d'essence était bas. Il jura et tourna à gauche, non pas vers le magasin, mais vers la vieille taverne située 2 villes plus loin. Celui où personne ne posait de questions et où tout le monde devait quelque chose à quelqu'un. La taverne de filles n'avait pas changé. Le jukebox ne fonctionnait toujours pas. La table vacillait toujours. L'odeur de la vieille bière s'accrochait au mur comme de la moisissure, et le barman avait une cicatrice sur le menton qui le rendait constamment méfiant. Karl s'assit à l'arrière, commanda un verre sans regarder le menu et se lança dans une partie avant que la glace n'ait eu le temps de fondre dans son verre. Ses mains bougeaient vite, impatientes, ses yeux se levaient à chaque instant. Il ne gagnait pas. Il ne l'a jamais fait. De l'autre côté de la table, un homme au visage de porte fermée se penchait en arrière, les bras croisés. « Tu es sûr de vouloir refaire ça, Jensen ?» demanda-t-il d'une voix calme, presque gentille. Karl ne répondit pas. Il jeta un autre billet sur la table et attendit les cartes. 3 mains plus tard, il n'avait plus rien. Pas même de quoi bluffer. Merde, siffla-t-il en frappant la table du bout de sa paume. Ces cartes sont maudites. Le concessionnaire lui jeta un coup d'œil. Juste un scintillement et j'ai commencé à collecter des jetons. Ne sortez pas avec plus que la semaine dernière, murmura quelqu'un près du bar. Karl se leva trop vite, renversant son tabouret. Il attrapa son manteau, jeta une menace vide de sens par-dessus son épaule et sortit en trombe dans le parking. La nuit sentait la rouille et l'huile renversée. Il s'appuya contre le capot de son camion, respirant fort,
puis fouilla dans sa poche et en sortit le reste de l'argent que Georges lui avait payé. Il l'a compté une fois, puis encore une fois. Cela ne durerait pas au rythme où il allait, et pendant un instant, juste un éclair, il eut l'air presque effrayé. Puis il secoua la tête, marmonna quelque chose que personne ne pouvait entendre et repartit, chassant le bruit et le whisky dans l'obscurité. Dans son étroit lit de camp, à des kilomètres de là, Marie regardait le plafond, le bourdonnement du dortoir de l'usine tout autour d'elle, respirant, toussant, la radio de quelqu'un crépitant à cause de l'électricité statique. La couverture semblait plus fine que la veille. Ses bras étaient vides, ses mains agitées. Elle tendit la main sous l'oreiller et en sortit à nouveau la photo. Les yeux d'Ellie étaient trop brillants, le sourire trop certain. Cela lui faisait profondément mal. « Est-ce que tu vas vraiment bien » murmura-t-elle dans l'air calme, mais il n'y eut pas de réponse. Pas même le bourdonnement d'une ligne téléphonique. 4 mois plus tard, les arbres étaient devenus cassants et brunis. Ce qui autrefois dominait l'été s'accrochait désormais aux branches comme des pensées épuisées, trop fatiguées pour tomber. Le ciel, pâle et réticent, planait bas sur la ville alors que Marie descendait du bus avec une valise dans une main et l'écharpe d'Ellie dans l'autre. Elle n'avait pas dit à Karl qu'elle reviendrait plus tôt. Il n'y avait pas eu de fête d'adieu à l'usine, juste un dernier quart de travail, un signe de tête de son superviseur et le pliage silencieux de son tablier dans un sac en plastique. Elle avait pris le premier bus qu'elle avait pu trouver. Son cœur battait à tout rompre, mais à un rythme lent et lourd, comme si quelqu'un frappait doucement à une porte verrouillée. La maison avait la même apparence de l'extérieur, mais quelque chose semblait réorganisé. Les rideaux tombaient à plat. Le porche était jonché de mégots de cigarettes. Un pot de fleurs fissuré se trouvait là où s'appuyait le vélo d'Ellie. Elle ouvrit doucement la porte d'entrée. À l'intérieur, c'était toujours. Pas de dessins animés en arrière-plan, pas de bol de céréales sur la table de la cuisine, juste un silence épais, sec et inconfortable. Karl, appelait-elle en entrant dans le salon. Il sortit du couloir, la chemise froissée et les cheveux non lavés. Pendant une brève seconde, son visage exprima quelque chose proche de la panique. Puis c'est parti. « Tu rentres tôt » dit-il en se forçant à sourire. « Je ne t'attendais pas avant la semaine prochaine. »« Où est Ellie » demanda-t-elle en posant déjà son sac. Karl s'est gratté la nuque. « Oh, c'est vrai. Ellie » Marie plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire, n'est-ce pas » Il expira fort, comme s'il était agacé par la question. Il s'est enfui il y a quelque temps. Il a parlé de sortir avec les garçons Thompson. C'était il y a 3 ou 4 semaines. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Je ne voulais pas te paniquer, ajouta-t-il rapidement. Je ne voulais pas ruiner ton contrat. Je pensais qu'il reviendrait maintenant. Vous ne l'avez pas dit à la police. Sa voix montait, tremblait. Je l'ai cherché, dit Karl en se rapprochant. J'ai fait le tour du quartier, j'ai parlé à quelques personnes, mais vous savez comment sont les enfants. Il avait probablement juste besoin d'espace. Marie s'éloigna de lui. Il a 10 ans. La pièce s'inclina légèrement, comme si quelque chose s'était détaché sous ses pieds. Elle attrapa son manteau et se dirigea en titubant vers la porte. « Où vas-tu » Karl a appelé, mais elle était déjà à mi-chemin des marches. Elle a frappé à toutes les portes dans un rayon de 5 pâtés de maison. La plupart des voisins n'avaient pas vu Ellie depuis un bon moment. Certains ne se rappelaient même pas quand ils avaient entendu sa voix pour la dernière fois. « Je pensais que vous aviez tous déménagé », proposa une femme en s'essuyant les mains avec un torchon. Ce garçon avait l'habitude de faire signe depuis le porche, mais ça fait des lustres. À l'épicerie, Marie s'est approchée du caissier qui donnait toujours à Ellie une sucette rouge après l'école. « Oh, chérie, je n'ai pas vu ce garçon depuis l'été, » dit la femme, son sourire s'effaçant. « Je pensais qu'il était avec sa famille ou quelque chose comme ça. » Marie la remercia, mais ses genoux fléchirent lorsqu'elle sortit. Elle trouva le banc le plus proche et s'assit, le souffle coupé devant elle. Pour la première fois depuis qu'elle était montée dans ce bus, cette pensée prit pleinement forme. Quelque chose ne va vraiment pas. Ce soir-là, ses mains étaient noires d'encre. Elle avait imprimé elle-même les dépliants à la bibliothèque en utilisant une vieille photo scolaire qu'elle gardait pliée dans son portefeuille. Le sourire d'Ellie apparaissait sur chaque page, large, édenté et réel. En dessous, un numéro de téléphone et son nom écrit en gras. Contactez Marie Jensen. Elle en a collé un sur le poteau à l'extérieur du restaurant,
un autre sur le tableau d'affichage communautaire près de l'arrêt de bus. Ses doigts tremblaient alors qu'elle les pressait à plat, lissant le papier contre le bois. Elle passa devant l'école, les vieilles balançoires grinçant sous la brise. Le tableau était encore légèrement marqué de mots orthographiés que personne n'avait pris la peine d'effacer. Elle regarda les fenêtres, s'attendant à moitié à voir le visage d'Ellie apparaître, agitant derrière la vitre. Cela n'a jamais été le cas. Le lendemain matin, Sarah s'est arrêtée à la quincaillerie à la périphérie de la ville pour récupérer un nouveau thermomètre et un spray antiseptique, juste une excuse suffisante pour revenir. En sortant, elle s'est arrêtée au panneau communautaire près de la sortie, parmi les dépliants locaux pour les vœux-greniers et les chats disparus. Un drap en particulier était enroulé sur les bords, taché par la pluie et lavé par le soleil. Un visage d'enfant la regardait, des yeux écarquillés, un sourire en coin, une chemise à rayures rouges et bleues. En dessous, Ellie Jensen, 10 ans, portée disparue depuis 4 mois. Contactez Marie Jensen au 55 52 61 48 92. Elle s'approcha, ses doigts effleurant le bord du dépliant. Ellie, le garçon de la cuisine, le garçon derrière la porte verrouillée. Elle ne se souvenait pas d'avoir respiré ni cligné des yeux, seulement le bruit de ses clés frappant le côté de sa cuisse lorsqu'elle se retournait et se précipitait vers le camion. Elle roulait plus vite que d'habitude, des graviers crachant sous ses pneus, la campagne se brouillant. Chaque obstacle sur la route enfonçait l'image de ce dépliant plus profondément dans ses pensées, dans sa poitrine. Elle avait été entraînée à observer les symptômes chez les animaux, perte de poids, léthargie, respiration irrégulière. Mais personne ne l'avait formée à cela, un enfant qui tressaillait quand quelqu'un prononçait son nom, un sol de cuisine utilisé comme chambre à coucher, des bleus cachés sous des manches trop longues pour ses bras. La ferme de George réapparut au sommet d'une colline. Sa grange s'affaissait contre le ciel comme s'il en avait assez de faire semblant. Elle se gara cette fois plus loin de la maison, près de la lisière du pâturage. La poussière s'est déposée sur le capot de son camion alors qu'elle en sortait, un presse-papier à la main. George la rencontra à mi-chemin de la grange, son téléphone collé à une oreille. « Déjà de retour » dit-il en haussant un sourcil. « Quelque chose ne va pas avec le dosage ?» Sarah hocha la tête une fois, jouant le rôle. « J'ai raté une étape dans le protocole d'ajustement de l'alimentation. J'ai pensé qu'il valait mieux être prudent. » Il lui fit signe de partir. « Je suis en communication avec des fournisseurs d'aliments pour animaux. Allez-y. » Elle n'a pas attendu qu'il ait fini. Elle bougea rapidement, la grange l'engloutissant dans son silence obscur. Les cochons bougeaient mais ne bougeaient pas. Elle se glissa entre eux comme une ombre. Lorsqu'elle atteignit l'arrière, elle traversa le couloir de stockage qui menait derrière les enclos. Ça sentait la moisissure et la vieille eau. Il était là. Ellie était assis dans le même coin, le papier d'emballage de la pâtisserie toujours froissé à côté de lui, à peine touché. Son visage se releva lorsqu'elle entra, mais ses yeux restèrent vigilants, ternes. Sarah s'agenouilla à côté de lui et sortit lentement le dépliant plié de la poche de son manteau. « Je veux que tu regardes quelque chose, » dit-elle. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle le déplie complètement et le pose sur le sol entre eux. Son souffle se coupa devant ses yeux. Et quand il a finalement regardé, quelque chose s'est fissuré. Pas fort, pas comme un cri ou un halètement, mais doucement, comme un vieux papier déchiré. Un souffle qui n'est pas allé jusqu'au bout. Elle est. Sa voix se brisa. Elle me cherche. Sarah n'a pas répondu tout de suite. Elle le regarda simplement alors que la réalisation s'épanouissait lentement et douloureusement. Elle ne m'a pas quitté, demanda-t-il à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'il avait peur que la réponse change. Sarah l'attrapa doucement, enroulant un bras autour de ses épaules osseuses. Il n'a pas résisté. Il s'enfonça en elle comme quelqu'un qui aurait oublié comment être tenu. Elle a cherché, dit-elle doucement. Elle n'a jamais arrêté. Les doigts d'Ellie tremblaient alors qu'il saisissait le dépliant. Ses larmes coulaient rapidement, chaudes et sans honte, trempant dans sa manche, sa petite poitrine se soulevant à chaque respiration. Sarah attendit, le tenant là, le laissant pleurer quelque chose qu'il ne savait pas qu'il était autorisé à manquer. Lorsque ses sanglots se calmèrent, elle fouilla de nouveau dans son manteau et en sortit un petit appareil d'enregistrement. Elle le posa sur le sol et appuya sur le bouton rouge. « Ellie, dit-elle, sa voix étant désormais ferme. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Quelque chose dont vous vous souvenez? Quelque chose que vous voulez dire? » Il hocha la tête en reniflant. « Je m'appelle Ellie Jensen, commença-t-il, la voix tremblante.
Je vivais avec ma mère et Karl. Il m'a donné à George, a-t-il déclaré, il a dit que c'était un travail. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il la regarda. Je ne voulais pas rester, murmure-t-il. Mais George a dit que si je courais, il blesserait ma mère. Sarah déglutit difficilement. Tu n'es plus seule, Ellie. Nous allons résoudre ce problème. Il hocha lentement la tête, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il y avait quelque chose proche de l'espoir dans ses yeux. Un scintillement, petit mais vivant. Le parking derrière l'approvisionnement en aliments de Miller était vide au coucher du soleil. Juste des rangées de trottoirs fissurés, une clôture en grillage affaissé et quelques touffes d'herbe poussant là où le béton avait cédé. Sarah attendait dans le coin le plus éloigné, les fenêtres embuées de l'intérieur, les mains encore tremblantes à cause de l'enregistrement dans la poche de son manteau. Elle avait appelé le numéro, celui sur le dépliant, et avait dit qu'elle s'appelait Sarah Templeton, qu'elle travaillait pour les services d'inspection de l'État et qu'elle avait besoin de parler avec Mary Jensen en privé. Mary avait à peine dit un mot, elle avait juste demandé où se rencontrer. À présent, dans la faible lueur de son tableau de bord, Sarah aperçut une femme qui s'approchait à pas inégaux, mi-urgence, mi-peur. Ses cheveux étaient humides et son manteau trop fin pour le froid de la nuit. Dans une main, elle tenait quelque chose fermement pressé contre sa poitrine. Sarah a déverrouillé la porte passager. Mary se glissa silencieusement. Je ne lui ai pas dit, dit-elle, sa voix presque invisible. Karl, il pense que je suis allé faire les courses. Sarah hocha la tête. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le petit appareil d'enregistrement. Sans un mot, elle le plaça entre eux et commença à jouer. La voix d'Ellie résonnait mince et brisée, mais incontestablement réelle. Mary resta immobile, ses doigts serrant plus fort la photo qu'elle avait apportée avec elle, une d'Ellie lors d'un pique-nique d'été ou du ketchup sur la joue, souriant sur une chaise en plastique rouge. Le garçon sur l'enregistrement ne ressemblait pas à celui sur la photo. D'une certaine manière, il avait l'air plus âgé, mais aussi plus petit. Mary n'a pas pleuré tout de suite. Son corps trembla en premier, comme si quelque chose en elle s'était fissuré trop loin pour pouvoir tenir. Une fois l'enregistrement terminé, elle a regardé devant elle en silence pendant un long moment. Je pensais ? Commença-t-elle, mais les mots échouèrent. Elle se couvrit le visage d'une main. Je pensais qu'il me détestait. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Sarah n'a pas interrompu. J'ai frappé à toutes les portes, murmura Mary. Des dépliants imprimés. J'ai marché pendant des heures jusqu'à ce que mes jambes lâchent. Je n'arrêtais pas de traiter Karl de menteur dans ma tête. Mais je voulais le croire. Je ne voulais pas que ce soit ça. Sarah tendit la main et lui toucha doucement le bras. Tu n'as rien fait de mal. Mary la regarda. Il est toujours en vie ? Sarah hocha la tête. À peine, mais oui. Les larmes vinrent alors, silencieuses mais furieuses. Pas de chagrin, mais de rage. Mary serra si fort les poings que les bords de la photo se plissèrent entre ses jointures. Je veux que cet homme soit enterré, dit-elle entre ses dents. Et je veux que mon fils revienne. Ensuite, nous allons voir la police, a déclaré Sarah. Les yeux de Mary brûlaient. Désormais, au bureau du shérif, l'équipe de nuit était silencieuse. Un policier était assis derrière la cloison vitrée, mâchant le capuchon d'un stylo tout en regardant un écran. Lorsque Sarah et Mary entrèrent, il leva les yeux, surpris par l'urgence de leur pas. Puis-je vous aider, mesdames ? Demanda-t-il à moitié debout. Sarah inspira. Nous devons déposer un rapport sérieux. Il s'agit d'un enfant disparu et d'éventuels abus. Le sourcil de l'officier se leva. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit à propos de la disparition d'animaux de compagnie ces derniers temps, mais si c'en est une autre. Sarah plaça l'enregistreur sur le comptoir et appuya sur play. Il fronça les sourcils, hésita, puis le fit. La pièce devint silencieuse alors que la voix d'Ellie la remplissait. À la fin de la bande, le stylo du policier a été oublié sur le sol. Attends ici, dit-il, sa voix soudain vive. Il a disparu par une porte latérale. En moins de 10 minutes, un adjoint est sorti avec un bloc-notes et un but dans sa foulée. Derrière lui, 2 autres suivaient, dont l'un communiquait déjà par radio. Mary a répondu à toutes les questions, a donné des noms, des adresses et des délais. Sa voix se brisa mais ne faiblit pas. Sarah a ajouté des détails, la porte verrouillée, les bleus,
l'état physique du garçon et l'attitude de Georges. Elle n'a rien laissé de côté. Lorsqu'ils eurent fini, l'ambiance dans la station avait changé. Tout le monde allait plus vite, plus concentré. Nous nous coordonnerons avec les services de protection de l'enfance, mais nous n'attendrons pas, leur a dit le député. Si ce garçon reste une nuit de plus dans cet endroit, c'est nous qui serons au tribunal. Nous ne pouvons pas laisser Georges en avoir vent, a prévenu Sarah. Il est vif, froid. S'il sent quelque chose, il s'enfuira ou pire. L'officier hocha la tête. Nous partons avant l'aube. Marie resta figée, une main sur le comptoir. Puis-je venir avec toi? Le député hésita. Ce n'est pas la norme. Je ne demande pas de norme, a-t-elle déclaré. C'est mon enfant là-dedans. Après une longue pause, il a cédé. Vous restez dans le véhicule. Dès que nous sécuriserons les lieux, vous le saurez. Dehors, la pluie s'était transformée en une légère bruine. Les rues brillaient, jonchées de reflets de stations-service et de feux stop éteints. Sarah a ramené Marie à la voiture. Dors un peu, dit doucement Sarah. La matinée sera longue. Je n'ai pas dormi depuis des jours, répondit Marie en regardant droit devant elle. Je vais bien. Ils restèrent silencieux pendant un moment qui n'avait pas besoin de mots. Et quelque part, non loin de là, un garçon nommé Élie gisait sur un sol de paille, ignorant que tout était sur le point de changer. Le ciel n'était pas encore passé de la nuit au matin, mais le convoi du shérif roulait comme une vague tranquille. Phares éteints, radio coupée, pneus sifflants sur la route mouillée. La ville dormait encore derrière des fenêtres embuées et des rideaux tirés. Mais à la ferme de Georges Miller, quelque chose attendait. Marie était assise sur la banquette arrière du troisième véhicule, pressée dans le coin comme si elle essayait de ne pas exister. Ses mains agrippèrent l'ourlet de son pull, le tordant en neulant et répétitif. Le silence dans la cabine était épais, du genre à rendre chaque respiration intrusive. Sur le siège passager, Sarah n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la gare. Sa mâchoire se serrait à chaque fois qu'il heurtait une bosse sur la route. Elle n'a pas regardé Marie. Elle n'a pas regardé par la fenêtre. Ses yeux restèrent fixés sur l'horizon. La voiture de tête a ralenti. Les lumières s'éclairèrent une fois, puis s'allumèrent complètement en rouge, bleu, blanche. La nuit est tombée. Georges se tenait déjà sur son porche lorsque la première voiture de patrouille arriva. Il plissa les yeux devant les poutres, levant une main pour bloquer l'éblouissement. Son expression oscillait quelque part entre l'agacement et l'incrédulité. « Et au nom de Dieu » appela-t-il en s'avançant. Georges Miller, a annoncé un député par haut-parleur. C'est le département du shérif du comté. Descendez du porche et gardez vos mains visibles. Georges ne bougeait pas. Deux officiers s'approchèrent, fermes et rapides. Vous avez un mandat, aboya-t-il. Nous avons une cause probable et une déclaration sous serment, a répondu le député. Reculez maintenant. Je ne cache pas de drogue. C'est une foutue ferme porcine. Et il y a un enfant dans votre maison, a lancé l'officier. Celui qui n'a jamais été signalé. Celui qui ne devrait pas être là. Georges hésita juste assez longtemps pour que son cœur s'arrête. Puis il ouvrit la bouche pour discuter, mais un deuxième adjoint le dépassait déjà, faisant signe aux autres de le suivre. Non, non, tu ne peux pas juste. Commença Georges, mais les poignets claquèrent derrière son dos comme une ponctuation. Sarah sortit la première du véhicule, ses bottes crissant sur le gravier mouillé. Sa respiration était rapide, mais elle la stabilisa. Elle savait où aller. Elle contourna la grange, ignorant les grognements des cochons qui s'éveillaient, et se dirigea droit vers l'arrière. La porte du stylo grinça. La paille craqua. Un faisceau de lampes de poche balayait lentement et faiblement le sol. Il était là. Élie était allongée sur le même tapis en lambeaux, les bras enroulés autour d'une serviette qui ressemblait plus à du tissu déchiqueté qu'à du confort. Son visage était relâché par l'épuisement, sa poitrine se soulevant en tiraillements doux et inégaux. Les bleus étaient désormais effacés, mais toujours là comme des empreintes digitales oubliées. La lumière se posa sur son visage. Il tressaillit, se redressa rapidement, les yeux écarquillés et sauvages. Mais alors, Élie. La voix de Marie se brisa derrière l'adjoint alors qu'elle trébuchait, essoufflée. C'est moi, maman. Il se figea comme si quelque chose en lui s'arrêtait pour s'assurer que ce n'était pas un piège. Puis la serviette lui glissa des mains.
Il laissa échapper un son qui n'avait aucune forme, en partie cri, en partie chagrin animal, et se lança vers elle. Maman! Sa voix brisa la nuit comme du verre. Marie tomba à genoux dans la paille, les bras écartés, et il s'y heurta avec tout le poids d'un enfant qui s'était trop tenu seul. Ils restèrent là, mère et fils, emmêlés sur le sol de la grange, si étroitement enveloppés qu'il était difficile de dire où l'un finissait et où commençait l'autre. Élie s'accrochait à elle comme si elle risquait de disparaître à nouveau s'il la lâchait. Marie le berçait, murmurant encore et encore, « Je suis là. Je suis là. Je t'ai. » L'un des policiers s'est détourné en clignant rapidement des yeux. Sarah se tenait juste devant la porte, la main sur la bouche, les yeux brillants. Une seule larme se détacha et glissa sur sa joue, traçant une trace silencieuse dans la terre, s'accrochant à sa peau. Personne n'a parlé. La grange était immobile, mais dans ce silence, quelque chose a changé. Une longe tendue depuis des mois avait enfin trouvé son ancre. Georges n'a pas dit un mot à l'arrière du véhicule. Pas quand les portes se sont fermées. Pas quand il lui lise ses droits. Ses yeux étaient vides, comme s'il ne comprenait pas le bruit autour de lui. Il n'était plus le centre. C'était juste l'homme menotté. Plus tard, alors que l'aube projetait une lumière pâle à travers les nuages bas, Sarah regarda les portes de l'ambulance se fermer doucement derrière Élie. Il était enveloppé dans une couverture 2 fois trop grande, mais il n'avait pas lâché la main de Marie pendant tout ce temps. Elle les regarda partir, debout près de son camion, les bras croisés sur sa poitrine. Un adjoint est venu, hochant la tête une fois en signe de gratitude. « Nous ne voyons pas très souvent des fins comme celle-là, » a-t-il déclaré. Sarah n'a pas répondu. Elle n'était pas obligée. Le bruit des jetons de poker résonnait dans la brume de la fumée de cigarette du bar de l'arrière-salle de Murphy. Karl était assis penché au bout de la table, à moitié ivre et nerveux, tenant sa dernière main perdante comme si elle contenait des excuses. Relancer ou se coucher, Jensen ? Claqua le croupier, pas méchamment. Karl attrapa plutôt son whisky. Une porte s'ouvrit en claquant. Bottes lourdes sur linoléum. Une voix, ferme, coupée. Karl Jensen. Il leva les yeux, clignant lentement des yeux. Les hommes autour de la table se figèrent à mi-main. 2 députés se tenaient sur le seuil. L'un d'entre eux avait déjà les menottes dégrafées de sa ceinture. Karl ouvrit la bouche, la referma. Pourquoi, il a finalement réussi. Faible et aigre. Trafic d'enfants. Fraude. Pour le reste, vous pouvez demander conseil à votre avocat. Karl rit court et haut, mais personne ne rit avec lui. Le palais de justice sentait le papier, le vieux bois et les nerfs. Il a fallu 3 semaines pour monter le dossier complet, mais le procès lui-même a été rapide. Les preuves contre Georges et Karl, photographies, enregistrements, rapports médicaux et témoignages ont pesé sur le poids de l'acier. Georges fut le premier. Il restait assis en silence pendant ses audiences, ne regardant rien, clignant des yeux seulement lorsque cela lui était demandé. Son avocat a tenté de minimiser les abus, suggérant la confusion, le surmenage, voire l'instabilité psychologique, mais le jury n'a pas été ému. Un médecin a témoigné que les niveaux de malnutrition d'Élie correspondaient à ceux des enfants issus de zones de famine de longue durée. Des photos de ces contusions étaient affichées sur un écran de projection suffisamment grand pour que même les jurés au fond se penchent. La défense de Karl était plus mince. Son avocat a fait valoir la manipulation, le désespoir financier et le manque de jugement. Mais l'enregistrement de la voix d'Élie, tremblant lorsqu'il nommait les 2 hommes, noyait toute excuse. Élie était assis à côté de Marie sur le banc des témoins. Il était plus propre maintenant, fédéral, mais ses mains tremblaient toujours et il regardait toujours par-dessus son épaule entre chaque question. Lorsqu'on lui demanda de quoi il se souvenait, il parla lentement, en saisissant la main de Marie. Karl m'a dit que si jamais je faisais du bruit, je ne reverrais plus ma mère. Georges m'a dit la même chose. Les avez-vous crus, ont-ils demandé. Élie hocha la tête. Je pensais avoir fait quelque chose de mal. La salle d'audience s'est arrêtée. Lorsque le verdict est tombé, il a été unanime. Karl Jensen était coupable de trafic d'enfants, de fraude et de mise en danger délibérée. Georges Miller était coupable de travail illégal d'enfants, de voies de faits graves et de torture psychologique. Tous 2 ont été condamnés à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, le tribunal a ordonné qu'$1 million de dommages et intérêts soit placé en fiducie pour Élie, un argent qu'aucun des 2 hommes ne détiendrait jamais personnellement, mais auquel Élie pourrait avoir accès lorsqu'il aurait 18 ans.
Aucun applaudissement n'a suivi la décision, pas de halètement, juste une respiration calme et le léger bruissement des personnes debout en même temps. Marie a fait sa déclaration plus tard dans l'après-midi devant le palais de justice. Elle ne parla pas directement de Karl, pas au début. Au lieu de cela, elle a remercié le policier qui lui avait répondu au poste, a remercié les travailleurs sociaux venus tôt le matin et a remercié Sarah Templeton, qui se tenait à côté d'elle dans une blouse unie et un jean. Pas de maquillage. Aucun maquillage n'est nécessaire. Lorsque les journalistes ont insisté pour faire un commentaire sur Karl, l'expression de Marie n'a pas changé, mais ses mots se sont aiguisés. Il existe deux sortes de mâles, a-t-elle déclaré. Le genre qui se cache derrière les granges est celui qui dîne avec toi pendant des années. Karl a essayé de l'approcher une fois. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, menotté et conduit par des gardes, il l'a appelée par son nom. Marie, s'il te plaît. Elle n'a pas arrêté de marcher. Elle n'a pas regardé en arrière. Le soir, l'histoire s'était répandue. Les chaînes locales ont diffusé les images sous des mots comme trahison, sauvetage et miracle. Des photos de George et Karl côte à côte, des photos d'identité floues par le faible scintillement des lumières de la salle d'audience. Un plan montrait Sarah debout à l'extérieur de la grange alors qu'Ellie était transportée dans l'ambulance, le visage pris dans une sorte de dévastation silencieuse. La ville, autrefois inconsciente, ne pouvait plus détourner le regard. Les commis d'épicerie ont chuchoté à propos du procès. Les cafés rejouaient la boucle de l'information. Et dans le silence qui a suivi les gros titres, deux noms sont apparus, Marie Jensen et Sarah Templeton. Pas des victimes, pas des martyrs, juste des femmes qui ont refusé de laisser le silence l'emporter. L'appartement était petit, juste 2 pièces et une cuisine qui bourdonnait lorsque le réfrigérateur se mettait en marche, mais il était propre, chaleureux et, surtout, calme. La ville en contrebas bougeait à son rythme habituel, des klaxons, des trains lointains, les aboiements occasionnels d'un chien rebondissant entre les murs des ruelles. Mais depuis leur fenêtre du 3e étage, Marie et Ellie vivaient à un rythme différent, plus lent, plus doux, en reconstruction. Ellie était assis les jambes croisées sur le sol et dessinait. Les crayons roulaient paresseusement sur le côté alors qu'il se penchait pour colorer le soleil d'un orange qui ressemblait plus à du feu qu'à de la lumière. Une petite ferme se dressait dans le coin de la page. Pas de clôture, pas d'enclos. Un garçon lui fit signe depuis son porche. « Est-ce que ce sont des cochons ?» demanda Marie en pliant le linge sur le canapé derrière lui. Il hocha la tête. « Mais pas les méchants. Cela joue à chat. » Elle sourit, non pas du dessin, mais de la façon dont il le disait, sans hésitation, sans crainte. Marie avait recommencé à travailler à temps partiel dans un atelier de couture niché entre une boulangerie et une librairie. Les heures étaient douces. Les femmes là-bas étaient plus âgées, à la voix douce et ne demandaient jamais plus que ce qu'elles pouvaient donner. Ils ont laissé son espace pour exister. Certains soirs, elle rentrait à la maison et trouvait Ellie à la fenêtre, surveillant non pas la circulation, mais les nuages, les comptant, les nommant, réapprenant les formes. Un dimanche matin, alors qu'il rentrait du marché à pied avec un sac en papier rempli de pommes et de pain, Marie s'arrêta au bord du trottoir. Le camion de Sarah s'est arrêté lentement jusqu'au trottoir. « J'ai apporté le livre dont je t'ai parlé, » dit Sarah en sortant. Celui avec les illustrations des enfants du refuge du Vermont. Ellie la regarda timidement, puis lui proposa quelque chose qui était autrefois impensable. Il sourit. Un petit, tordu et éphémère, mais il était là. Il prit le livre, puis se retira à l'étage, laissant la porte se fermer avec un léger clic. Marie s'attarde. « Il dort toute la nuit maintenant » a-t-elle déclaré. Sarah hocha la tête. Il a l'air mieux, moins recroquevillé sur lui-même. Elles restèrent silencieuses, le genre de silence que seules les femmes qui en avaient trop vu pouvaient partager. Marie se tourna vers son amie, la voix ferme, mais attendit. « Nous ne restons pas. » Sarah cligna des yeux. « Quoi ? » Je l'emmène plus loin dans la ville. Nouvel endroit, nouvelle école. Aucun rappel. Tu n'es pas obligé de partir. Oui, le regard de Marie ne faiblit pas chaque fois qu'il entend le mot grange, il se fige. Chaque fois qu'il voit un homme en bottes de travail, il tire sur ma manche. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux choisir ce qui l'entoure ensuite. Sarah n'a pas discuté. Elle posa simplement une main sur l'épaule de Marie. Tu promets que tu garderas contact ? Toujours. Nous vous serons reconnaissants pour toujours.
Et Élie adorerait vous montrer son nouveau tableau. Le déménagement s'est fait discrètement, sans annonce. Personne en ville n'a été informé de l'endroit où Marie et Élie étaient allés. Le commis de la boulangerie n'a pas pu les voir. La secrétaire de l'école a remarqué le dossier de l'élève non réclamé, toujours posé sur le coin de son bureau. Mais pour Marie, la ville signifiait l'anonymat, une chance de se promener dans les rues sans aucun regard. Pour Élie, cela signifiait une école où personne ne demandait ce qui s'était passé, où le passé ne le suivait pas à chaque récréation. Dans leur nouvel appartement, Élie a scotché ses dessins sur le réfrigérateur. Plus de ferme, plus de soleil, moins d'ombre. Sarah, quant à elle, a fait plus que ce à quoi elle s'attendait. L'attention médiatique qui a suivi le procès a élevé son nom à des endroits qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Elle a été promue directrice de l'unité régionale de santé vétérinaire. Son visage figurait désormais sur les bulletins d'information et les annonces du département. Mais ce n'était pas le titre qui comptait. Ce qui comptait, c'était le bureau d'angle qu'elle souhaitait transformer en une deuxième fonction, un centre d'apprentissage. Une pièce avec des fournitures artistiques, des livres, des fauteuils moelleux et une lumière douce conçue pour les enfants comme Élie. Elle l'appelait la pièce calme. Un après-midi, alors qu'elle affichait un nouveau bulletin sur les services communautaires, elle regarda le mur en face de son bureau. Un seul cadre y était accroché. À l'intérieur, un dépliant sur un enfant disparu. Le papier était légèrement décoloré. Les dégâts d'eau avaient brouillé le bord inférieur. Mais le visage d'Élie, ce sourire hésitant, son pull trop grand, le regardait toujours fixement. En dessous, la ligne de contact, Marie Jensen 55, 52, 61, 48, 92. Elle ne l'a jamais démonté. Cela lui rappelait ce qui comptait. Cela lui a rappelé que certaines mères n'arrêtent pas de regarder et que certaines femmes n'arrêtent pas de se battre. Même après que les portes de la grange aient été ouvertes, même après le départ des caméras, surtout à ce moment-là. L'histoire d'Élie a peut-être trouvé sa fin, mais les enfants comme lui existent toujours dans des soupirs de peur, attendant que quelqu'un entende le cri silencieux derrière leurs yeux. Nous ne sommes pas tous appelés à être des héros. Mais parfois, il suffit d'un simple coup d'œil, d'une question ou d'un acte de courage discret pour changer une vie à jamais. Avez-vous déjà vu un enfant qui semblait perdu, renfermé ou effrayé et qui ne savait pas quoi faire? Si un moment comme celui-là se présentait devant vous, passeriez-vous devant ou vous arrêteriez-vous et demanderiez-vous, est-ce que ça va? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires. Que feriez-vous? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Si c'est déjà l'été là où vous êtes, apportez un parapluie ou un chapeau lorsque vous sortez. Les rayons UV sont très nocifs pour la peau. Et s'il fait déjà nuit, couchez-vous tôt et reposez vos yeux. Nous vous souhaitons de beaux rêves. Rendez-vous dans le prochain.